Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 24 mai 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les dossiers ci-après ont été examinés. Premièrement, les mesures normatives. Le Conseil a adopté le décret portant nomination d'huissiers de justice avec 7 attributions de charges, dont une à Koumet, une à Parakou, Wansirou, 2 à Boïkon, une à Abomey, 2 à Lokossa, et un changement de charge de Koumet à Poupobé. Cette attribution de nouvelles charges rentre dans le cadre du rapprochement des services judiciaires des justiciables. Aussi, le ministre de la Justice et de la Législation a-t-il été instruit à l'effet de faire procéder à la prestation de serment des nouveaux huissiers de justice. Deuxièmement, au titre des communications. D'abord, l'homologation des prix de cession des intrants et d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2018-2019. Le Conseil a homologué les prix de cession des intrants ainsi que les prix d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2018-2019. En effet, au terme du processus d'approvisionnement des producteurs en intrants au titre de cette campagne, conduit par la commission chargée de l'organisation de l'appel d'offres pour l'importation et la distribution des intrants, et nonobstant l'augmentation relative des prix sur le marché international, les prix de cession des intrants aux producteurs sont maintenus à leur niveau de la dernière campagne et se présentent ainsi qu'il suit. Engrais coton, NPKSB et urée, 240 francs CFA le kilogramme, soit 12 000 francs CFA le sac de 50 kg. Engrais vivrier, NPKSB-ZN, 240 francs CFA le kilogramme, soit 12 000 francs CFA le sac de 50 kg. Insecticide, 3 500 francs CFA le flacon pour le traitement de demi-hectare. Herbicide Toto, 3 500 francs CFA le litre. Herbicide sélectif, 5 000 francs CFA le litre. Par ailleurs, s'agissant des prix d'achat du coton-graine aux producteurs, les acteurs de l'interprofession coton ont convenu d'une augmentation de 5 kg sur le prix pratiqué au cours de la campagne 2017-2018. Ainsi, au titre de la campagne 2018-2019, ces prix sont les suivants. Coton-graine du premier choix, 265 francs CFA le kilogramme net à payer aux producteurs. Coton-graine du deuxième choix, 215 francs CFA le kilogramme net à payer aux producteurs. Enfin, au titre des fonctions critiques, les acteurs de l'interprofession ont convenu d'un montant de 15 francs CFA par kilogramme de coton-graine, soit 5 francs CFA par kilogramme de plus que lors de la campagne écoulée. Cette augmentation du prix d'achat aux producteurs et celle du prélèvement pour la fonction critique participe de la logique de faire profiter à tous les acteurs des fruits de l'embellie que connaît la filière coton depuis 2 campagnes. Ensuite, l'acquisition de vaccins contre la fièvre jaune pour le Hadj 2018. Dans le cadre des préparatifs du Hadj 2018, et en vue d'assurer la bonne couverture vaccinale des pèlerins, en même temps que la satisfaction des besoins d'autres voyageurs, le Conseil a décidé de l'acquisition de 10 000 nouvelles doses de vaccins contre la fièvre jaune. Cette nouvelle acquisition vient renforcer le stock de vaccins actuellement disponibles, tels que le vaccin anti-méningite ACYW135, ainsi que les vaccins contre la grippe saisonnière et la fièvre typhoïde. Les ministres concernés veilleront à l'accomplissement des diligences pour parvenir à cette fin.
Au titre enfin des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a adopté l'organisation à Cotonou, le 25 mai 2018, de la première journée béninoise d'hépatologie et de gastro-entérologie, la tenue à Cotonou de la deuxième réunion des ministres du Conseil international consultatif du Cajou, les 28 et 29 mai 2018, la participation du Bénin à la 107e session de la Conférence internationale du travail à Genève du 28 mai au 8 juin 2018, la participation du Bénin à la conférence des ministres du pôle de qualité interpays pour le développement des compétences techniques et professionnelles en novembre 2018 à Abidjan, la participation du ministère des enseignements maternels et primaires à ces réunions statutaires au titre de l'année 2018. Je vous remercie. Bonjour Monsieur le ministre, avec Yassepou, la diffusion nationale. Vous avez évoqué la question relative à l'homologation des prix de cession des intrants et d'achat de coton graineux producteurs. Je m'attendais à ce que vous fassiez, je ne sais pas si le Conseil des ministres aurait pu faire des projections, mais que vous disiez par exemple combien d'emblavures sont attendues, combien de tonnages de coton par exemple sont attendus ou espérés à la fin de la campagne en 2018-2019. Vous savez que le gouvernement a entrepris depuis 2 ans le renforcement de la professionnalisation du secteur coton, a mis en œuvre les moyens à faire en sorte que l'État intervienne moins, régule de la meilleure manière ce secteur-là. Il faut remarquer que les résultats sont patents. On est passé de 451 000 tonnes de coton pour la campagne écoulée à 600 000 tonnes de coton pour cette campagne. Bien entendu, par rapport à la question que vous avez posée, le gouvernement a instruit le ministre en charge du secteur pour réaliser le point de la campagne en cours, qui n'est pas encore achevé. Et il serait relativement moins professionnel d'annoncer les chiffres sur les éléments qui font l'objet de votre préoccupation, alors que la campagne est encore en cours d'être exécutée. Mais d'ici à là, vous aurez ces éléments de réponse. Mais je voudrais insister sur le fait que, alors que le prix des intrants a augmenté sur le marché international, les acteurs de la profession ont convenu que le prix de cession de ces intrants ne va pas varier d'une année à l'autre. Le prix a été maintenu. Là, c'est le premier résultat important qu'il faut noter. Et deuxièmement, le prix de la vente par le producteur, le prix d'achat au producteur du coton a augmenté. De ce point de vue, parce qu'il y a une embellie dans le secteur, il a été considéré que cette embellie doit être partagée. Et les premiers à devoir bénéficier de cette embellie, ce sont les producteurs. Et le gouvernement, en approuvant ces mesures, vise, bien entendu, à faire atteindre des résultats meilleurs, plus élevés, à la fois pour les producteurs, mais surtout pour l'État, parce que sur ces différents éléments, l'État perçoit des impôts. Et donc, de ce point de vue, c'est une bonne nouvelle pour nos compatriotes qui sont dans le secteur, mais également pour l'État. Bonjour, Monsieur le ministre. Ma question est par rapport à l'Assemblée nationale qui a voté, si je ne m'abuse, vendredi dernier. En tout cas, elle a initié des réformes au niveau du Code de procédure pénale et de la loi portant organisation judiciaire. Je sais qu'il y a eu un conseil des ministres, vous avez évoqué notamment la suppression de la cour d'assises. Je pense que c'est entériné maintenant depuis vendredi dernier. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur le contenu de ces réformes-là et puis quelle est la portée de ces réformes? Le gouvernement a approuvé
le projet initié, les mesures envisagées, la réforme engagée par le gouvernement. Ce projet, ces mesures, ces réformes concernent, vous l'avez noté, le Code de procédure pénale et aussi la loi portant organisation judiciaire. D'abord, pourquoi ces réformes? Vous savez que les associations qui sont impliquées dans la gouvernance de qualité dans notre pays et ailleurs, les associations de protection des droits de l'homme, même les structures des Nations Unies en charge d'assurer, de faire contrôler la manière dont les États assurent la promotion des droits de l'homme, indiquent que dans le cadre de la gouvernance, il y a des mesures au plan national à prendre. Dans le cadre de la protection des droits de l'homme, il y a des mesures au plan national à prendre. Par exemple, la surpopulation carcérale, il faut la traiter. Or, cette surpopulation carcérale est liée au fait que pour la répression des crimes, il y a retard dans la répression et les personnes suspectées, les personnes poursuivies subissent la procédure pour un temps anormalement long. Et certains subissent la détention provisoire pour une durée anormalement longue. Il faut régler cela. Il faut faire en sorte, disent ceux qui militent pour une gouvernance de qualité, il faut faire en sorte d'avoir un parquet économique, d'avoir des juges d'instruction spécialisés dans le contrôle ou dans la répression des infractions économiques. Il faut avoir une juridiction en charge de la répression des infractions économiques. Surtout, il faut faire en sorte que les acteurs, les structures au plan national, notamment l'autorité nationale de lutte contre la corruption, puissent pouvoir s'exprimer à l'intérieur de ces juridictions. Le gouvernement a pris en compte tous ces éléments et a mis en place un projet de réforme du Code de procédure pénale et de la loi portant organisation judiciaire. Cette réforme, son contenu, c'est de dire maintenant qu'il faut que le jugement des crimes revienne aux tribunaux de première instance. Donc, on instaure le double degré de juridiction. Et par l'instauration du double degré de juridiction, nous avons actuellement 14 tribunaux de première instance, vous avez 14 chambres criminelles au Bénin. Et vous avez 3 cours d'appel, donc vous avez 3 chambres criminelles au niveau des cours d'appel. Ce qui fait que les sessions d'assises se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national et de manière plus rapide. Aujourd'hui, avec le modèle actuel, nous avons 3 cours d'appel et la loi a prévu au moins 2 sessions par an. Ça veut dire que nous avons 6 sessions d'assises dans les 3 cours d'appel. Avec la réforme adoptée par l'Assemblée nationale, puisque nous avons 14 tribunaux de première instance et que la loi a prévu 2 sessions d'assises par an, imaginez, vous avez 28 sessions d'assises sur toute l'étendue du territoire national. On règle le problème de retard dans le jugement, on règle le problème de surpopulation carcérale, on fixe les personnes poursuivies sur le sort pénal et cela participe de la protection des droits humains. Et bien évidemment, il a été institué une cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Pourquoi? Pour les raisons que j'avais déjà évoquées, faire en sorte de concentrer les ressources devant une juridiction, faire en sorte de professionnaliser la juridiction et faire en sorte que ces infractions puissent être traitées de la manière la plus forte possible dans le sens de la politique pénale administrée par le gouvernement. On y a ajouté le terrorisme parce que jusqu'alors, le Bénin n'a pas de dispositif interne pour réprimer le crime de terrorisme. Dieu merci, nous n'en avons pas encore connu, mais un État n'attend pas de vivre une situation malheureuse avant de réagir. Et avec cette cour, le Bénin se met en parfaite cohérence avec les bonnes pratiques internationales au niveau des outils judiciaires, je veux dire, de lutte contre le terrorisme. Ce sont ces éléments de réforme que l'Assemblée nationale a approuvés et donc a confirmé la volonté du gouvernement, la pertinence donc des propositions du gouvernement, et cela ne peut qu'être salué. Merci, Monsieur le ministre. Mon intervention, c'est par rapport toujours aux réformes judiciaires. J'ai eu la chance de suivre la cour d'assises contre la session de Cotonou.
Je crois qu'il faut féliciter le gouvernement par cette avancée. J'ai eu des gens qui ont fait 6 ans de prison et 8 ans de prison, qu'on condamne finalement à 7 ans de travaux forcés. Donc je crois que c'est une réforme majeure. Mais quand j'ai parcouru un peu les différentes lois votées, j'ai eu quelques inquiétudes, notamment lorsqu'on dit que le procureur peut révéler des éléments objectifs d'un dossier. Est-ce qu'il n'y a pas de risque en ce qui concerne le secret de l'instruction? Parce qu'on dit on ne met pas un contenu quand on parle des éléments objectifs du dossier. Donc ça revient au procureur de voir si les éléments sont objectifs. Est-ce qu'il n'y a pas des inquiétudes? Et également, quand j'ai parcouru au niveau de la Cour de répression économique, au niveau de cette cour, j'ai vu que le procureur spécial, je crois que c'est le terme, et le substitut, tout est nommé par décret en conseil des ministres. Est-ce qu'il n'y a pas également des restations niveau? Et au niveau des perquisitions, on a mis également que les perquisitions peuvent se faire de nuit comme de jour, de grève de force, en quelque sorte. Même s'il y a juste un soupçon, on soupçonne qu'il y ait peut-être des éléments dans la maison de la personne, en tout cas de l'intéressé, on peut se faire du plan. C'est vrai qu'on voit que c'est la volonté de corriger, notamment ce que nous observons, la corruption, les crimes de corruption notamment, mais est-ce qu'il n'y a pas de risque par rapport à cette discussion-là? Je note avec satisfaction que vous êtes approprié déjà de cet instrument juridique important. Parce qu'il faut que les citoyens s'en approprient. La meilleure protection des droits, c'est l'appropriation par le citoyen lui-même de ses droits et surtout de ses devoirs. Je suis aussi soulagé de ce que vous ayez constaté que les sessions d'assises se déroulent normalement. 2 ans, lorsque nous arrivions à la tête de ce département et que le président de la République a pris le pouvoir, il n'y avait pas de session d'assises, notamment dans les cours d'appel de Parakou, à la cour d'appel de Parakou, à la cour d'appel d'Abomey, et péniblement à la cour d'appel de Cotonou. Il y a eu renforcement du personnel, il y a eu mise en route d'un programme efficient, et depuis lors, il n'y a pas une seule session d'assises qui est manquée, conformément au code de procédure pénale actuellement en vigueur. D'ailleurs, il faut noter qu'il y a eu des sessions supplémentaires d'assises que la Cour d'appel de Cotonou l'a organisée. En plus donc des 2 sessions prévues par la loi, le gouvernement a mis les moyens à la disposition des cours d'appel pour organiser, pour autant que faire se peut, les sessions supplémentaires. Je vous remercie de l'avoir noté. Mais vous avez des préoccupations qui sont aussi légitimes. D'abord, la possibilité maintenant donnée aux législateurs, aux procureurs de la République, au pluriel, de pouvoir informer sur les éléments objectifs des affaires dont ces procureurs ont la charge. Pourquoi? Parce que, premièrement, cela se fait ailleurs. Vous allez vérifier au Code de procédure pénale français, c'est exactement cela. Et je sais bien que ce serait quand même vous faire du tort que de considérer que vous ne suivez pas l'actualité ailleurs et que vous ne voyez pas avec quelle diligence, quelle spontanéité les procureurs de la République interviennent pour informer l'opinion sur les drames, malheureusement, que subissent les populations. Cette bonne pratique, le législateur béninois s'en est inspiré et considère que lorsque la situation l'impose, bien entendu, le procureur de la République peut, c'est une faculté, intervenir pour éclairer l'opinion. Et le législateur insiste sur les éléments objectifs du dossier. Donc ce n'est pas une mauvaise chose que d'arrêter les rumeurs, de faire en sorte que l'opinion, qui a un droit à l'information, puisque vous êtes journaliste, vous avez un devoir d'informer l'opinion. L'opinion a un droit à l'information. Le procureur aussi, les fonctionnaires ont un devoir d'informer l'opinion. Et donc, pour ce qui concerne les affaires judiciaires, le législateur a habilité maintenant formellement le procureur de la République à cette fin. Mais vous interrogez aussi sur le procureur de la République et les substituts, le procureur spécial et ses substituts qui seraient nommés par le Conseil des ministres. Mais c'est la situation actuelle. Bien entendu, vous n'imaginez pas qu'un membre d'une juridiction soit nommé sans l'avis conforme, favorable du Conseil supérieur de la magistrature, qu'il soit magistrat nommé au siège ou magistrat à nommer au parquet. Et donc, rien n'a changé de ce point de vue. Enfin, vous avez posé une troisième question. Oui, tout à fait
normal. Je vous ai dit que le gouvernement a cherché des réponses aux préoccupations qui se posent au plan régional sur le terrorisme, mais au plan international. Vous savez bien que, après 2011, plusieurs États ont pris des dispositions spéciales, à la fois au niveau de la police judiciaire, mais aussi au niveau de l'enquête judiciaire. Le Bénin n'avait pas pris cette disposition jusque-là. Nous touchons du doigt, cela n'est jamais arrivé au Bénin. Mais attendrions-nous que cela arrive au Bénin avant de réagir? Quand on parle du terrorisme, allez-vous attendre que la personne suspectée de terroriste puisse donner son avis favorable avant que les perquisitions aient lieu? Évidemment, ce n'est pas le droit commun. Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale relèvent du droit spécial lorsqu'il s'agit des infractions de grande ampleur qui contrarient l'ordre public, que cet ordre public soit économique ou que cet ordre public soit pénal. Et de ce point de vue, on donne des outils au procureur de la République et à la police judiciaire d'exercer les missions de protection des populations. Vous ne pouvez pas demander à la police républicaine d'agir lorsque ces situations surviennent, lorsque les outils juridiques ne sont pas appropriés. Vous n'avez pas relevé que ces perquisitions n'auront désormais lieu dans ces matières que sur l'ordre du procureur de la République, sur l'autorisation du procureur de la République, ce que nous n'avons même pas en droit commun. Donc, quand on renforce les moyens au procureur de la République, on protège aussi les droits des citoyens. Monsieur le ministre, il se peut que ce soit votre rencontre avec nous, si vous êtes appelé à d'autres fonctions. J'aimerais parler sur ça pour une question qui taraude la tête de beaucoup de Béninois. Suite à votre nomination à la Cour constitutionnelle, certains sont inquiets. La Cour constitutionnelle est une institution de régulation des institutions de la République, y compris l'exécutif. Elle est appelée à certains moments à arrêter le pouvoir de l'exécutif. Vous, on vous connaît très proche du chef de l'État et les Béninois s'inquiètent de savoir est-ce que la Cour pourra jouer complètement son rôle. Je veux savoir, qu'est-ce que vous avez à dire pour rassurer ces Béninois? C'est votre question qui m'inquiète. C'est votre inquiétude qui est inquiétante. Parce que, non, vous savez bien que j'assume ma proximité avec le président de la République. Je veux dire que ce n'est pas une proximité subjective. Ce n'est pas qu'une proximité subjective, c'est une proximité objective. Qu'est-ce que notre État va devenir? Qu'est-ce qui doit être fait pour que chacun de nous soit protégé? Pour que le plus grand nombre trouve du travail? Pour qu'il y ait de la sécurité? Qu'est-ce qui doit être fait pour que le Bénin rayonne? Être proche d'une politique qui va dans ce sens n'est pas une infraction. Et ça ne doit pas inquiéter. Parce que quand vous posez la question, c'est comme si c'est le président de la République qui est le danger et nul ne doit en être proche. Tout le contraire. Et donc j'assume et j'affirme et je confirme cet honneur d'être proche du président de la République parce que je suis proche des valeurs. Je suis proche d'une ambition. Je suis proche d'un projet. Et deuxièmement, votre inquiétude m'inquiète parce que vous semblez insinuer que c'est pour la première fois quand on désigne des membres dans une institution qu'on est inquiet. Vous êtes journaliste. C'est un métier que j'aime tellement, auquel j'ai été proche, sans danger. Et donc, si on faisait un petit calcul d'apothicaire, vous auriez observé qu'à chaque désignation, on exprime des préoccupations. Dois-je vous rappeler à quel moment, dans quelles conditions, les différents représentants de l'État sont nommés?
Ou dois-je craindre que pour ne pas être proche, pour éviter cela, il faut priver le président de la République de ses pouvoirs de nomination, l'Assemblée nationale de ses pouvoirs de nomination? Non. Sans doute, légitime, certaines inquiétudes, et chacun exprime cette inquiétude par rapport à ses vues, par rapport à la manière dont il voit l'État, par rapport à sa subjectivité. Si vous souhaitez que je vous rassure d'une chose, c'est de vous dire, quand les valeurs seront concurremment alignées, la valeur auquel profitera une opinion, une vue, c'est la valeur État, c'est la valeur communauté, c'est la valeur droit, c'est la valeur constitution. Si ces éléments de réponse vous rassurent, je me rassure et je vous remercie. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Oscar Medouane de Radio Cerdoune de Rebourg à Cotagon. Le quotidien La Nouvelle Tribune vient d'être interdit de paraître désormais dans les kiosques. Je voudrais savoir si, une fois encore, la liberté de presse n'est pas violée dans notre pays. Est-ce que nous ne donnons pas raison à Reporters sans frontières dans son classement de la dernière fois? Faut-il donner raison à ces deux jeunes béninois, deux personnes béninoises, deux citoyens béninois, qui, dans un puits profond, duquel ils ont vu un billet de 2000, sont allés chercher ce billet-là et en sont mortes, ces personnes. Ça, personne n'en parle. La plus grande liberté, c'est encore la vie. Et c'est le préalable à toute liberté. Et c'est ce sur quoi le gouvernement est concentré. 2000 francs dans un puits. On a le courage, la force d'aller chercher. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays, lorsque rien n'est fait, nous allons quitter l'état de pauvreté vers l'état de misère. Ça, Reporters sans frontières n'a pas vu le billet de 2000, au fond. Et donc, si vous posez la question au gouvernement de savoir que faire maintenant pour que moins de personnes cherchent à retirer un billet de 2000 dans un trou, dans un puits, cette question-là, j'aurais répondu avec aise. Il appartient à la haute autorité de l'audiovisuel, de la communication, de répondre à la préoccupation que vous avez exposée. Et donc, en ce qui concerne le gouvernement, ce sont des préoccupations de cette nature qui est l'occupation constante dont nous ne mesurons pas l'ampleur. Nous ne mesurons pas l'ampleur. Nos concitoyens meurent, sont prêts à tout, prêts à tout. Je dis que c'est peut-être la dernière fois. Je vais dire quelque chose. L'histoire que je vous ai racontée, c'est mon procureur général près la cour d'appel de Parakou qui m'a informé. Honneur vous rendre compte que 2 personnes dans un puits, à la recherche de 2000, sont mortes. Dans la même journée, le même procureur, un peu plus au nord, autour de Kandy, un receveur est placé en détention, est placé en garde à vue. Pourquoi? Parce que près de 18 millions détournés. Regardez les images. Le receveur, il ne cherche pas la survie, il cherche le confort. 18 millions. Et les 2 citoyens béninois, dans un puits, en allant chercher un billet de 2000, cherchent la survie. C'est ce que le gouvernement fait depuis 2 ans. Comment faire en sorte que vous et moi, que moi plus que vous, que je ne puisse prendre ces 18 millions, ces 20 millions, ces 18 milliards, ces 5 milliards, et faire en sorte que plus jamais
2 personnes aillent chercher un billet de 2000 dans un puits. C'est toute la philosophie de l'engagement du gouvernement à faire en sorte que notre économie soit assainie, que le bien public soit respecté, que nous soyons en position de craindre le bien public. Parce que craindre le bien public, c'est mieux l'utiliser, c'est mieux le gérer. Je vous remercie. Et ce n'est pas évident, quelle que soit l'expérience que l'on a, de se présenter devant vous et de répondre à des questions. Je vous confesse qu'il y a des moments où les jambes tremblent et que vous ne voyez pas heureusement. Je vous prie de faire le meilleur accueil à celui qui va sans doute me remplacer, parce que c'est la même ligne, c'est la même direction, c'est la même transparence. Et je voudrais particulièrement remercier le directeur de la communication et toute son équipe qui ont facilité cet exercice depuis quelques mois. Bien, bravo à vous aussi, et je vous remercie.